à Touba 87.8, Solo Media Group à Ziguinchor 93.1, Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal. Il est 7h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Vous nous écoutez sur la 96.1 à Dakar. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Moussa Bocar Thiam traduit devant la Haute Cour de justice. C'est en tout cas le souhait du régime en place qui convoque une séance plénière ce matin à l'Assemblée nationale. Moustapha Diop a été extrait de prison hier. Le maire de Louga a été présenté devant le collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier pour une audition au fond dans le cadre de l'affaire Tabaski Ngom. Et puis nous allons parler dans ce journal du collectif des délégués du personnel de l'intersyndicale Crous UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est en grève depuis hier. Ils réclament des salaires décents pour les vacataires et les contractuels, mais aussi une amélioration du statut de certains qui travaillent sous contrat depuis des années. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de cette édition, Fatou Abdou Ndiaye, la technique est assurée par Mohamed Thiam Baba Aïdara. Bonjour et bienvenue. Les députés sont convoqués en séance plénière aujourd'hui à 10h. L'ordre du jour porte sur l'examen du projet de résolution de mise en accusation de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice. Un projet de résolution adopté hier, mardi plus tôt, à l'unanimité des membres de la Commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains, ancien ministre de la Communication et des télécommunications sous l'ex-régime. Maître Moussa Bocar Thiam est visé dans le cadre du dossier relatif à l'aménagement du port des technologies numériques qui a été rebaptisé Sénégal Connect Park. Maître Moussa Bocar Thiam traduit devant la Haute Cour de justice. C'est en tout cas le souhait du régime en place qui convoque une séance plénière aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'ancien ministre sous Macky Sall dénonce un vide juridique et compte même saisir les institutions. Pour Théodore Montey, ancien député, Moussa Bocar Thiam est dans sa logique de bataille. Les détails avec Khalifa Babacar Fall. Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice. Ce débat, brandi à l'Assemblée nationale, fait polémique. Si l'ancien ministre sous le régime de Macky Sall dénonce, disserte lui sur la régularité de la procédure. Ce qu'il faut noter, c'est que, point de vue de la régularité de la procédure, M. Moussa Bocar Thiam a bien raison de dire que l'Assemblée nationale ne peut pas statuer sur sa mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Parce que le règlement intérieur actuel de l'Assemblée nationale ne contient aucune disposition concernant la Haute Cour de justice. Selon lui, la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale conforte Moussa Bocar Thiam. Lorsqu'ils ont modifié le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ils ont réécrit l'article 34 concerne la Haute Cour de justice. L'article 134 parlait de la Haute Cour de justice. Or, comme c'est une loi organique, avant promulgation, elle doit être présentée par le président de la République au Conseil constitutionnel. L'ancien parlementaire estime, dans ce cas de figure, que l'Assemblée nationale n'a aucun outil pour parler de la Haute Cour de justice. L'Assemblée nationale n'a aucun outil pour parler de Haute Cour de justice. Pas l'examiner en commission des lois, ils ne peuvent pas l'examiner en plénière. Ce qui fait que je suis tout à fait d'accord avec le Moussa Bocar Thiam quand il dit que le Conseil constitutionnel a des prononcés sur ça et que l'Assemblée nationale a aujourd'hui un règlement intérieur qui ne dispose pas de la Haute Cour de justice. En attendant le sort de Moussa Bocar Thiam, qui sera décidé à l'Assemblée nationale, l'ancien ministre indique avoir saisi plusieurs institutions, notamment le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de justice, le procureur général, ainsi que le président de la Cour d'appel. Il espère que le droit sera dit dans cette affaire. Khalifa Babacar Fall, Moustapha Diop a été extrait de prison hier. Le maire de Louga a été présenté devant le collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier pour une audition au fond dans le cadre de l'affaire Tabaski Ngom, inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics estimés à 300 millions de francs CFA et blanchiment de capitaux. Face au magistrat instructeur, Moustapha Diop a catégoriquement contesté les accusations portées contre lui. Il a soutenu n'avoir reçu aucun fonds venant de Tabaski Ngom et a affirmé que celle-ci ne disposerait d'aucune preuve pour étayer ses déclarations. L'audition s'est tenue en présence du procureur de la République financier adjoint Abdoulaye Diouf. Pour la suite de l'instruction, une confrontation entre Moustapha Diop et Tabaski Ngom sera organisée afin de permettre aux juges d'éclairer davantage les faits.
Et puis la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon de la police nationale a frappé fort et mercredi au marché Grand Yoff. 3 vendeurs de médicaments contrefaits ont été arrêtés et déférés au tribunal de grande instance de Dakar. Tout part d'une information signalant la reprise de vente de faux médicaments au marché Grand Yoff. Et puis la structure monte aussitôt une opération ciblée. Le mercredi 25 février 2026, les agents interviennent sur place et démantèlent 3 tables de vente illégale de médicaments. Les propriétaires sont interpellés en flagrant délit devant leurs étalages. Nous parlons toujours sécurité avec la commune de Dalifort-Forail qui renforce sa sécurité avec l'inauguration de son nouveau commissariat d'arrondissement financé par la mairie et mise à la disposition de l'État. Cette infrastructure moderne vise à rapprocher plutôt les forces de l'ordre des populations et à répondre aux défis sécuritaires spécifiques de cette zone stratégique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mohamedou Bamba Cissé et le maire Mamadou Mbeng ont présidé la cérémonie soulignant l'importance de ce projet pour la sécurité publique et le développement local. Baye Nongofal y était. La commune de Dalifort-Forail dispose désormais de son commissariat d'arrondissement. L'infrastructure a été inaugurée ce jeudi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mohamedou Bamba Cissé, en présence du maire de la commune, Mamadou Mbeng, ainsi que des autorités administratives et territoriales. Financé sur fonds propres par la mairie à hauteur de 112 millions de francs CFA pour la première phase, le bâtiment a été officiellement mis à la disposition de l'État central. Une initiative qui traduit la volonté des autorités locales de contribuer concrètement au renforcement de la sécurité dans la commune. Prenant la parole, le ministre de l'Intérieur est revenu sur la portée de cette nouvelle infrastructure dans le dispositif sécuritaire national. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque une étape importante dans le renforcement du maillage sécuritaire de la police nationale et l'amélioration de la sécurité publique dans le département de Pikine. L'inauguration du commissariat d'arrondissement de Dalifort-Forail traduit effectivement la volonté du gouvernement de rapprocher davantage les services de sécurité des populations et de répondre aux défis spécifiques de cette zone stratégique et centrale. Le ministre a également dressé un état des lieux des défis sécuritaires auxquels la commune est confrontée. La commune est connue pour ses problèmes sécuritaires spécifiques tels que la délinquance urbaine, les trafics illicites, les tensions sociales, l'insécurité routière, les menaces associées aux grands rassemblements, la détérioration du cadre de vie par des occupations anarchiques. Ce commissariat est conçu pour apporter une réponse adéquate à ces problématiques en fournissant aux agents une infrastructure moderne. S'adressant enfin aux forces de police affectées dans ce nouveau commissariat, le ministre a insisté sur la qualité du service public attendu. Chers fonctionnaires de police, je vous confie aujourd'hui une infrastructure moderne, conçue pour un service public de qualité et au bénéfice des populations. Accueillez les usagers avec élégance et avec courtoisie. Traitez leurs requêtes avec rigueur et professionnalisme. Faites de la police de proximité votre sacerdoce et travaillez en synergie avec les autorités locales. Avec cette mise en service, Dalifort-Forail espère aussi renforcer durablement la sécurité et consolider la collaboration entre les populations, la mairie et l'État. Baye-Nongofal, nous restons à Dalifort-Forail où le maire Mamadou Mbeng a salué l'ouverture du nouveau commissariat d'arrondissement. Il a souligné que cette infrastructure moderne permettra de renforcer la sécurité dans la commune et d'assurer une présence policière plus efficace face à l'intensité des activités et du trafic quotidien. Le maire Mamadou Mbeng est au micro de Baye-Nongofal. L'inauguration de ce commissariat constitue un acte majeur pour la sécurité publique, mais également un jalon essentiel dans le processus de modernisation des infrastructures de sécurité au niveau local. Elle traduit la volonté ferme de l'État à travers votre département de rapprocher davantage des forces de sécurité des citoyens et de renforcer la présence régalienne dans les zones à forte densité humaine et à forte activité économique. La commune de Dalifort-Forail occupe une position stratégique au sein de la région de Dakar. Elle abrite des pôles névralgiques tels que le parc des petits ruminants, le marché central aux poissons, la gare des beaux maraîchers, ainsi qu'une zone industrielle dynamique regroupant de nombreuses entreprises. Ces infrastructures qui constituent de véritables moteurs économiques
génèrent quotidiennement d'importants flux de personnes et de marchandises, appelant un dispositif de sécurité structuré, renforcé et permanent. 7 heures est passée de 10 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média. Nous sommes sur la 96.1 à Dakar, la 100.4 à Kaolack. Et puis après plusieurs semaines de tension, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar rouvre ses 6 campus sociaux, comme l'a annoncé le Centre des œuvres universitaires de Dakar COUD. Si la reprise s'effectue dans un calme relatif, sous haute surveillance sécuritaire, des préoccupations persistent chez les étudiants, notamment sur les bourses, le logement et le dialogue avec les autorités. Suivons les détails avec Sira Béatrice Ndion. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a rouvert ses portes aux étudiants ce jeudi, marque la réouverture des 6 campus sociaux afin d'accompagner la reprise des activités pédagogiques sur place. On constate un important dispositif sécuritaire ainsi qu'un calme relatif. Quelques étudiants, sacs ou valises à la main, sont visibles aux alentours de l'université, notamment au niveau du couloir de la mort. À cet endroit, les agents de sécurité du COUD interdisant l'accès de la presse à l'intérieur du campus. Pape Malik Diaw, étudiant en Master 2, se réjouit de cette reprise. Nous sommes très contents de voir les étudiants en train de vaquer à leurs préoccupations professionnelles. Maintenant, ce qu'on lance à l'État, c'est de continuer ces orientations. Parce que comme on le dit, l'étudiant n'a que sa bourse pour survivre, n'a que sa bourse aussi pour faire ses recherches professionnelles. Parce que comme on le dit, les étudiants qui sont en Master 2 en ont vraiment besoin. Comme ceux qui sont dans les filières, comme histoire et géographie, surtout ceux qui sont en géographie, ont besoin de cette subvention pour aller faire leurs recherches sur le terrain. Ceux qui sont en sciences juridiques ont besoin de cette subvention, ne serait-ce que pour acheter leur ouvrage. En revanche, la position du ministre de l'Enseignement supérieur suscite des réactions lors de son intervention à l'Assemblée nationale. Des étudiants expliquent toutefois que le ministère ne disposait pas de bonnes informations. Le problème serait principalement dû à des lenteurs administratives, en particulier pour les étudiants en master. Si on voit le ministre au niveau de l'Assemblée nationale d'étaler qu'il n'y a pas des arriérés de bourse à l'endroit des étudiants, moi je vais poser des guillemets. Pour nous, les étudiants qui sont en Master 2, notre situation, la responsabilité, on doit l'engager à nos administrations d'origine étudiants à inscrire sur une période bien définie. Donc je pense que si cela est dépassé, fortement, la responsabilité sera imputée à nos différentes administrations. Les pavillons F et B restent fermés pour des raisons de sécurité. François Mendy invite les autorités à prendre en compte les étudiants qui étaient logés. Peut-être les dégâts sont tels qu'on ne peut pas les rouvrir immédiatement, mais il faudrait bien, en tout cas, prendre en considération ces 2 pavillons, qu'il y a des étudiants qui doivent également retourner à la faculté, qui doivent reprendre les études et qui n'ont pas à loger dans les facultés, ils doivent loger dans le campus. Par ailleurs, le manque de communication entre le gouvernement et les étudiants nécessite, selon Ali Gueye, étudiant en gestion de projet, l'ouverture d'un dialogue afin de résoudre les difficultés. Qu'avec des discussions, donc le fait de dialoguer, ça peut amener un climat d'apaisement au sein du campus. Pour ce faire, il est indispensable, selon eux, de laisser les amicales mener librement leurs activités afin de faciliter l'entente entre les étudiants et le gouvernement. Sira Béatrice Ndion, le collectif des délégués du personnel de l'intersyndicale Crous Université Gaston Berger de Saint-Louis a tenu une assemblée générale pour examiner la situation sociale des travailleurs. Le collectif a décrété 24 heures de grève. Il réclame des salaires décents pour des vacataires et les contractuels, mais aussi une amélioration du statut de certains qui travaillent sous contrat depuis des années. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis la région de Thiès s'apprête à vibrer au rythme de la jeunesse sénégalaise. Du 29 mars au 3 avril 2026, la commune de Thiès accueillera la Semaine nationale de la jeunesse, un événement d'envergure nationale qui ne s'est plus tenu depuis 2018, placé sous le signe de l'olympisme, du sport et de la culture. Cette édition, voulue par le président de la République, réunira les délégations des 14 régions du pays autour d'activités citoyennes, culturelles, sportives, avec l'ambition de renforcer l'engagement, le civisme et la participation active des jeunes au développement du Sénégal. Je vous propose d'écouter le ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye. Elle est au micro de Sokhna Dramé.
Cette semaine nationale de la jeunesse qui est un événement très important et de très grande envergure dédié à la jeunesse sénégalaise, pratiquement ne s'est pas tenu depuis 2018. En 2022, l'événement avait démarré mais n'a pas pu être poursuivi à cause de survenance d'événements insurmontables et de cas de force majeure. Et pour cette édition 2026 que nous comptons abriter ici au niveau de la commune-ville de Thiès, nous avons pu quand même procéder à un démarrage des préparatifs par rapport à la mobilisation de la jeunesse, parce que c'est une fête quand même qui est dédiée aux jeunes, mais par rapport aussi à l'implication de toutes les parties prenantes. Et l'organisation de cette semaine aussi résulte d'une directive du président de la République en Conseil des ministres qui veut faire de cette activité une activité pour encore une fois mettre en exergue notre jeunesse sénégalaise qui est une force motrice de toutes nos politiques publiques de développement. Pour rappel aussi, cette semaine est placée sous le signe de l'olympisme. Cette année 2026, c'est une année de la jeunesse et c'est une année aussi qui est dédiée aussi à l'olympisme, le sport particulièrement et la culture aussi comme moyen et levier d'encadrement de la jeunesse sénégalaise. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons fait l'option que cette semaine sera rythmée autour d'activités culturelles mais aussi autour d'activités sportives à partir du lundi 30 mars et jusqu'au vendredi 3 avril, le jour de la clôture. Le pari de la participation de l'ensemble des délégations qui viendront des 14 régions du Sénégal, mais aussi réussir aussi le pari de l'organisation et afin que cette semaine-là puisse impacter véritablement, encore une fois, sur le civisme et la citoyenneté active de notre vaillante jeunesse sénégalaise. Dans le reste de l'actualité, Gëmsa Bop a fait face à la presse hier. Le délégué national à la vie politique du mouvement Gëmsa Bop les Jambar, Moussa Niang, s'en est pris vivement au régime et a dénoncé la situation à l'université. Selon lui, la loi contre l'homosexualité annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale n'est qu'un simple divertissement. Il s'est exprimé au micro de Awa Aïcha Diop. Gouverner, c'est produire des résultats. Les résultats, grâce. La démagogie ne développe pas un pays. Il est donc temps d'établir un bilan clair. La souveraineté alimentaire devrait être leur étendard. Elle est devenue leur angle mort. Intrant en retard, logistique défaillante, circuit de commercialisation incertain. Ce n'est pas une mauvaise saison, c'est un pilotage et s'exécute. Rien de cela n'a été fait. Pendant que les paysans comptent leurs pertes, le pouvoir multiplie les meetings, la responsabilité ne se négocie pas. Un étudiant ont été donnés et exécutés. Le Premier ministre, en l'occurrence Ousmane Sonko, doit répondre devant le peuple et devant la justice. L'installation d'un commissariat à l'université Cheikh Anta Diop. La responsabilité est assumée, la justice doit suivre. Nos cadres Ousmane Sonko, hier, ayant signé la charte pour la criminalisation des pratiques LGBTQ, le temps des preuves est arrivé. Le peuple n'a pas voté pour un meeting permanent, il a voté pour un État. Et puis le reportage Ramadan à l'approche de la rupture du jeûne se déplacer devient un véritable parcours du combattant à Dakar. Entre taxis introuvables, taxis à tarifs en hausse et embouteillage monstre vers la banlieue. Usagers et chauffeurs vivent chaque soir la même course contre la montre. C'est un reportage d'Antawad Ndao. Aux arrêts de bus, les files s'allongent. Employés, commerçants, étudiants et parents de familles scrutent l'horizon dans l'espoir de voir arriver un taxi ou un car rapide. Mais les voitures se font rares. Ibrahim, rencontré à l'arrêt bus, témoigne. Ici, les voitures sont introuvables. On rencontre trop de difficultés, surtout à la descente. Parfois, on descend à 15h pour avoir les voitures. Parfois, tu peux être là-bas jusqu'à 15h, 16h avant que tu puisses avoir une voiture. C'est tout à fait un problème. Notre interlocuteur signale que les embouteillages sont particulièrement sur les grands axes menant vers la banlieue, notamment à Pikine et Guédiawaye. Parfois, il est contraint de rompre le jeune en cours de route. Avant d'arriver là, parfois tu fais plus de 2 heures ou 3 heures de temps sur la route. Et parfois, ça retourne dans les circulations. Avec l'embouteillage, c'est tout à fait un problème. Père trouvé en train de chercher un taxi pour Guédiawaye invite l'État de trouver une solution face à ce problème.
Pendant cette heure de rupture, les gens vont rentrer dans leur maison, donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et n'empêche, l'État a fait des efforts, mais il est grand temps qu'on essaie de trouver des alternatives pour régler une bonne fois pour tout ce problème, parce que ça ne peut plus endurer, ça ne peut plus continuer. Pour beaucoup, cette situation se répète chaque année durant le Ramadan. Certains appellent à une meilleure régulation des prix et à un renforcement des moyens de transport aux heures de pointe. Anta Wad, c'est cet élément qui met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent l'Inter. Actualité internationale. La Commission électorale nationale indépendante nigérienne a annoncé hier un nouveau calendrier pour les prochaines élections au Nigeria, fixant la présidentielle du 16 janvier 2027. Le scrutin avait été fixé initialement au 20 février 2027. La dernière présidentielle en 2024 avait porté au pouvoir Bola Ahmed Tinubu qui briguera l'année prochaine pour un second mandat. Et puis les autorités civiles et militaires ont fait le retour à Uvira, deuxième ville du Sud Kivu. C'est dans l'est de la RDC, 2 mois après l'avoir quitté, en raison de l'arrivée de l'AFC M23. Elles annoncent vouloir rétablir les services publics, mais le gouverneur de la région, Jean-Jacques Purussi, affirme que 2 fosses communes auraient été découvertes dans la ville. Il accuse le groupe politico-militaire. Et enfin, une forte explosion a secoué Kaboul tôt hier, ou bien ce matin, après quelques heures après que le gouvernement taliban a annoncé avoir lancé une offensive à la frontière contre le Pakistan. C'est ce qu'ont rapporté des journalistes de l'AFP présents dans la capitale afghane. La déflagration a été entendue après le passage d'au moins un avion de SACH au-dessus de la ville et a été suivi de coups de feu. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Le sport, le matin, c'est l'affaire d'Al-Amin Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Le sport, nous allons parler d'abord des supporters sénégalais qui sont retenus au Maroc. Eh bien, vous le savez, ils sont donc retenus depuis la finale de la Coupe d'Afrique Maroc 2025, notamment le 18 janvier dernier. Sachez qu'à Dakar, une manifestation pacifique pour la libération de ces supporters détenus au Maroc est prévue dans la matinée du samedi, donc demain, une semaine après la condamnation des supporters arrêtés depuis la finale d'Akan le 18 janvier. Je disais à l'entame de mes propos, le collectif de citoyens sénégalais demande la libération immédiate des compatriotes. Ce collectif a déposé un mémorandum à l'ambassade du royaume chérifiant à la capitale sénégalaise ce jeudi 26 février. Donc hier, Pape Maguedba nous en dit plus. Efrem Manga est un membre du collectif des citoyens sénégalais. Il vient de sortir de l'ambassade du Maroc au Sénégal. Entre ses mains, il détient un exemplaire du mémorandum déposé auprès de la représentation diplomatique du royaume chérifien au pays de la Teranga. Au total, c'est une dizaine de jeunes qui ont procédé au dépôt de ce mémorandum de 2 pages. Par cet acte, ils demandent l'implication de l'ambassade pour la libération de leurs compatriotes détenus en terre marocaine. Nos frères qui sont allés représenter le Sénégal en tant qu'ambassadeurs, aujourd'hui sont privés de liberté. Et nous avons voulu qu'ils sachent exactement que le Sénégal réclame leur fils. Qu'ils soient libérés en bonne santé, physique et morale, sans poursuite, et qu'ils reviennent en paix. Le collectif n'a pas manqué de dénoncer une procédure juridique qu'il considère entachée d'irrégularités graves au regard des standards internationaux du procès équitable. Le représentant de l'association Lebougui, un comité de supporters, a également alerté sur les conditions de détention. Nous sommes en contact avec eux, ils appellent souvent. Ils ont dit clairement qu'ils souffraient dans les prisons marocaines. Maintenant, nous lançons vraiment un appel à tous les Sénégalais pour qu'ils
qu'ils viennent assister à la marche du samedi 28. Une manifestation citoyenne pacifique est annoncée pour réclamer la libération des 18 supporters détenus au Maroc et condamnés à des peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme pour hooliganisme, jet de projectiles et invasion de terrain. Sur le plan diplomatique, Ousmane Sonko, le Premier ministre, a tenu à rassurer mardi dernier à l'Assemblée nationale à l'occasion d'une session consacrée aux questions d'actualité. L'État du Sénégal poursuit depuis lors des démarches sur tous les plans pour la libération de ses compatriotes, a-t-il laissé entendre. C'est à vous, Pape Maguette Ba, vous l'avez dit, la manifestation donc se tiendra demain, en tout cas c'est prévu la matinée sur l'itinéraire allant du rond-point Liberté 5 au rond-point G2, une manifestation pour exiger la libération des supporters sénégalais qui sont détenus au Maroc depuis la finale de la Coupe d'Afrique qui avait opposé le Sénégal face au Maroc, je rappelle, finale remportée donc par les Lions du Sénégal. Autre discipline ou autre sujet dans le cadre du sport, la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de basket Zone Afrique a démarré hier jeudi, vous le savez. Surtout au Sénégal, les premiers matchs du groupe B ont livré leur verdict. Le Sénégal a perdu son premier match face à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Eh bien, le score a été large, 10 points d'écart. Les Lions n'ont pas eu donc les armes qu'il fallait pour pouvoir donc faire face à l'adversité de la Côte d'Ivoire, au match qui a été donc remporté par les Ivoiriens. À l'issue de cette première journée du groupe, les Lions occupent la dernière place pour l'instant. La prochaine sortie est prévue samedi 28 février, même heure, même lieu, face à l'équipe de Madagascar, un match essentiel à Fort-Angers pour les deux équipes qui ont toutes les deux perdu leur premier match. Il servira donc de duel pour relancer ou en tout cas rester dans la course à l'un des 5 billets africains pour la Coupe du Monde FIBA 2027. Et dans d'autres disciplines, notamment donc le volleyball, sachez que la Coupe du Sénégal fait son retour après 4 ans d'absence. La Coupe du Sénégal est de retour, peut-on dire, sur un communiqué publié par la Fédération sénégalaise de volleyball. C'est un terme, bien entendu, que la dite instance a infirmé, ainsi que les enregistrements sont officiellement ouverts. Le tirage au sort sera effectué le 14 mars prochain, avant le démarrage de la compétition. 11 jours plus tard, le coup d'envoi sera donné donc exactement le 25 avril 2026. Fatou Ndiaye, c'est la fin de cette page sportive. Merci beaucoup Alain Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse.